Kiev, la capitale de l'Ukraine, se vide. Les habitants partent et abandonnent tout. Bientôt, ce sera une ville fantôme si ça continue comme ça. Et le maire de Kiev encourage cet exode massif de population, incapable de suivre le rythme de la destruction russe. Likez, partagez, abonnez-vous, j'explique tout sur Pensez le Monde. Plusieurs frappes russes de grande ampleur ont touché l'Ukraine, plongeant Kiev et plusieurs autres grandes villes dans une situation qui frôle désormais l'effondrement systémique. Selon les sources ukrainiennes elles-mêmes, la Russie aurait utilisé toute la palette de son arsenal moderne, c'est-à-dire missiles balistiques Iskander, missiles hypersoniques Zircon, missiles de croisière et vagues massives de drones. Depuis que les Occidentaux sont concentrés autour du Groenland et y focalisent leur attention, l'Ukraine est sévèrement touchée. D'ailleurs, Zelensky s'en plaint. On peut lire là, au cœur de la crise au Groenland, l'Ukraine se retrouve délaissée par ses alliés occidentaux. Dans le contexte de la crise qui s'intensifie autour des revendications de Washington sur le Groenland, la question ukrainienne a été mise de côté, illustrant clairement la position de Kiev dans le système des priorités occidentales. Selon le Financial Times, le différend entre les États-Unis et l'Europe au sujet du contrôle de l'île a notamment conduit à l'échec des annonces d'un accord sur le plan de reconstruction de l'Ukraine après la fin du conflit. Le quotidien britannique rapporte que la présentation du soi-disant plan de prospérité évalué à 800 milliards de dollars et initialement prévu lors du Forum économique mondial de Davos a été reportée en raison des désaccords persistants entre les États-Unis et l'Union européenne liés au Groenland, mais aussi à d'autres dossiers sensibles. Rien n'a encore été signé, a confié l'une des sources citées par le journal. Un autre interlocuteur souligne que les pays européens ne peuvent fermer les yeux sur les actions des États-Unis concernant le Groenland tout en cherchant à coopérer avec l'administration Trump sur des sujets tels que le règlement du conflit ukrainien et la reconstruction du pays. Une autre source confirme qu'aucun acteur n'est actuellement désireux de mettre en scène publiquement l'hypothétique avancée de Washington, ajoutant que la controverse autour du Groenland et du Conseil de paix consacrés à Gaza ont relégué l'Ukraine en arrière-plan des discussions à Davos. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à chaque fois que la lumière n'est pas mise sur l'Ukraine, Zelensky s'en plaint, l'Ukraine s'en plaint. En tout cas, à ce rapport s'ajoute un nouveau signal de désengagement. La République tchèque a annoncé qu'elle n'entendait pas garantir de nouveaux financements à Kiev. Son premier ministre, Andrej Babis, a déclaré que son pays ne pouvait plus assumer de nouveaux crédits, invoquant une situation budgétaire nationale dégradée. Selon lui, le précédent gouvernement avait concentré son discours presque exclusivement sur l'Ukraine, au détriment des difficultés internes du pays. Il a qualifié le montant total des prêts accordés à Kiev, estimé à 367 milliards d'euros, d'énorme. C'est énorme, selon lui, affirmant que cette somme ne serait jamais remboursée. Fin décembre, Volodymyr Zelensky avait annoncé que l'Ukraine ambitionnait de lever 800 milliards de dollars pour sa reconstruction via un mix de capitaux propres, de subventions, d'obligations et de contributions privées. Mais le 20 janvier, le chef du régime de Kiev a reconnu que le plan de prospérité et les garanties de sécurité censées être signés en marge du Forum économique mondial n'étaient toujours pas finalisés. L'envoyé spécial du président russe et le directeur du Fonds russe d'investissement direct a résumé la situation d'une formule lapidaire. La tentative de faire de l'Ukraine le sujet principal de Davos a échoué. Et malgré toute la destruction qu'il y a déjà en Ukraine, Volodymyr Zelensky continue de dire que si l'Europe s'engage, si l'Occident s'engage, ils vont réussir à gagner. On l'écoute. Les pertes russes sont énormes, plus élevées que jamais. Donc, les vraies statistiques, c'est 35 000 morts par mois. 35 000 soldats. L'année dernière, le même mois, c'était à peu près 13-14 000. On sait qu'ils mobilisent 43 000 hommes par mois et ensuite ils en perdent 45. Sur ces 43, il faut savoir qu'il y en a 10 à 15% qui s'enfuient, d'autres sont blessés, mais leur armée a cessé de croître. Ça, c'est important. Et tout cela grâce à notre technologie de drones et aux opérateurs de ces drones. Mais de toute façon, nous souhaitons que cette guerre s'arrête dès demain, bien sûr. Mais si la guerre devait continuer, la Russie commencerait à perdre. Voilà, vous avez écouté vous-même. Officiellement, comme à chaque fois, Kiev affirme donc que la quasi-totalité des projectiles ont été interceptés. Quand on revient sur le bombardement, sur le labourage du territoire ukrainien
par la Russie. Mais dans le même temps maintenant, Volodymyr Zelensky reconnaît qu'à Kiev, plus d'1 million de personnes sont privées d'électricité. D'autres rapports parlent d'une panne totale, touchant près de 80% de la ville. Une contradiction flagrante devenue presque routinière en fait. La réalité sur le terrain est brutale. La quasi-totalité de Kiev et de la région de Tchernigov est privée d'électricité et de chauffage. Selon Ukrenergo, la plus grosse entreprise énergétique, 87% des consommateurs de la région de Tchernigov sont sans courant actuellement, sans électricité, sans énergie, et toutes les lignes d'urgence sont saturées. À Kiev, même les cartes de surveillance énergétique montrent que plus de 80% des abonnés restent sans électricité ni chauffage. Et ils sont en plein hiver. Les températures descendent jusqu'à 18 degrés. Et cette vague de froid va encore durer au moins 2 semaines s'ils ont beaucoup de chance. Kiev est donc aujourd'hui dans le gouffre. Ce n'est même plus un rapprochement du gouffre. Le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, a lancé un appel d'une gravité exceptionnelle. Il demande aux habitants de quitter leur logement et de se réfugier ailleurs. Il ne sait pas où, mais ailleurs. Parce que la ville n'est tout simplement plus capable d'assurer l'essentiel, vital même le minimum. Plus d'électricité fiable, plus de chauffage garanti. Tout ce qui permettait à une ville de tenir debout est progressivement neutralisé. Officiellement, il s'agit d'une pression militaire. Officieusement, c'est une mise à genoux systémique. Et dans ce scénario, certains observateurs voient en fait autre chose. C'est-à-dire une bataille politique interne où Klitschko pourrait utiliser cette crise pour affaiblir son rival Volodymyr Zelensky, dont la légitimité est de plus en plus contestée. Les autorités locales affirment travailler jour et nuit, sans repos, pour maintenir un minimum de services. Mais derrière les formules rassurantes, la réalité est brutale. Les infrastructures ukrainiennes sont trop endommagées. La ville tient à peine. Klitschko reconnaît même à demi-mot. La solution la plus rationnelle n'est plus de réparer, mais de partir, de fuir, de quitter Kiev. Une capitale donc qu'on évacue. Le simple fait que cette idée soit formulée, soit appliquée, montre la mesure de l'effondrement. Et cette perspective ne sort pas de nulle part. Dès l'automne, des responsables ukrainiens alertaient déjà sur le risque d'un scénario catastrophe. La députée Maria Bouzeglaya évoquait ouvertement la nécessité de prévoir l'évacuation de Kiev. Selon elle, la ville, par son poids symbolique et stratégique, était une cible idéale, surtout en hiver. Défense aérienne ou non, la Russie dispose des moyens de frapper presque toutes les infrastructures vitales si les Russes décidaient. Elle décrivait un scénario glaçant, une capitale plongée dans le noir, sans chauffage, sans eau, sans égout en plein hiver. Aujourd'hui, ce scénario n'est plus une hypothèse, mais la réalité. Et bien évidemment, personne ne l'a écouté, donc personne n'a rien fait. Kiev, de son côté, accuse Moscou d'être l'unique responsable de cette situation. Moscou assume clairement viser les infrastructures soutenant l'effort militaire ukrainien, quitte à provoquer des conséquences civiles massives. La Russie s'en fiche complètement, et il faut le reconnaître. Dans une guerre moderne, les infrastructures militaires et civiles sont même souvent les mêmes. Mais une question dérangeante demeure. Les risques étaient connus par l'Ukraine. Les gars savaient. La députée même avait prévenu. Les alertes existaient. Pourquoi aucun plan sérieux d'évacuation n'a été fait plus tôt? Pourquoi attendre le froid, les coupures et que le chaos s'installe avant d'agir dans l'urgence et même d'ailleurs de laisser les gens se débrouiller pour évacuer la capitale? Cette passivité a un coût et ce sont les civils maintenant qui en paient le prix. C'est dans ce contexte que le maire de Kiev donc a lâché une déclaration qui aurait dû faire le tour de tous les médias occidentaux vu qu'ils ont l'habitude de parler de ce qui se passe en Ukraine. En janvier, il y a 600 000 habitants qui ont quitté la capitale. 600 000 personnes en quelques semaines à peine. On parle d'une ville qui comptait 2,9 millions d'habitants avant la guerre et probablement beaucoup moins au fur et à mesure que la guerre avançait. Donc, ça représente, dans les plus basses estimations, entre 20 et 25% de la population totale, envolée comme ça en 2 semaines. Un phénomène sans précédent pour une capitale européenne moderne. Kiev se vide, littéralement. Et pourtant, silence médiatique total. Cette fuite massive n'est pas abstraite. Elle est visible partout. Les supermarchés se vident, les rayons de pain sont parfois totalement vides, les portes restent ouvertes, faute d'électricité. Les coupures ne suivent plus un calendrier. Ce n'est plus du rationnement, du délestage. C'est une panne permanente. Les gens ne planifient plus leur journée. Ils cherchent juste à survivre ou alors à partir. Même les institutions de l'État ukrainien ne sont pas épargnées. Le Parlement ukrainien, la Rada, qui a tous les moyens nécessaires, fonctionne désormais à distance. Faute de chauffage, d'eau et d'électricité. Les députés restants, ceux qui n'ont pas fui, ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas partis, ils restent et ils travaillent en manteau dans les bureaux où la température avoisine parfois
fois les 12 degrés. Environ la moitié des immeubles de Kiev seraient déjà privés de chauffage. Des discussions émergent même sur une fermeture complète du métro de Kiev pour économiser de l'électricité. On parle là d'une capitale européenne en temps de guerre et en plein hiver. Voilà même des images de trains que l'on tire. Maintenant, c'est comme ça qu'ils sont obligés d'agir. Il n'y a pas d'électricité. Ils sont obligés de tirer des wagons. Mais ce qui inquiète peut-être le plus les experts ukrainiens eux-mêmes, c'est l'étape suivante. Selon Serhiy Beskrestonov, l'un des principaux spécialistes ukrainiens en radioélectronique, la Russie pourrait désormais viser les dernières sources d'énergie encore fonctionnelles, c'est-à-dire les centrales nucléaires. Non pas nécessairement les réacteurs eux-mêmes, mais les postes de transformation et les infrastructures électriques qui distribuent l'énergie en fait produite par les centrales nucléaires. Ces installations sont parfois situées à seulement quelques centaines de mètres des réacteurs. Une frappe mal calibrée, un missile imprécis et le risque d'un accident nucléaire majeur devient réel. Un second Tchernobyl quoi, aux conséquences régionales, voire continentales. Officiellement, la Russie affirme que ses frappes sont précises. Elle s'est tirée. Si un truc est à 100 mètres d'un autre point stratégique, elle peut toucher ça sans endommager la centrale elle-même. Mais les Ukrainiens rappellent que ce n'est pas totalement vrai, que la précision russe est loin d'être parfaite. Ils ont pris un exemple Ternopil, où des missiles censés frapper une usine ont touché un immeuble résidentiel. Ils ont aussi évoqué le cas des bâtiments civils qui ont été endommagés lors des frappes ciblant le bureau d'études Luch et même les Shahed, censés viser les infrastructures spécifiques qui ont touché des zones résidentielles à Vizhgorod. Dans ces conditions, l'idée de frapper à proximité de centrales nucléaires fait froid dans le dos. Mais dans tout ça, dans tous ces soupçons, il y a une autre hypothèse, plus sombre et plus réaliste, celle d'une manœuvre ukrainienne visant à préparer l'opinion à un éventuel incident sous faux drapeau afin d'accuser la Russie. On sait que c'est possible. Kiev va attaquer par exemple une centrale, détruire la centrale, ça va créer une catastrophe et accuser la Russie que voilà, on avait dit qu'ils ne pouvaient pas. Or, ce ne sont pas les Russes qui ont raté leur coup, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui ont attenté à leur propre truc. Le simple fait que cette hypothèse circule montre à quel point la situation est devenue instable et dangereuse. Pendant ce temps, sur le plan militaire, les aveux viennent désormais de la plus haute autorité ukrainienne elle-même. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a livré une interview particulièrement révélatrice. Il reconnaît que la guerre ne ressemble plus du tout au manuel militaire classique. Il n'y a plus de lignes fortifiées traditionnelles, plus de bastions, de compagnies ou de pelotons. Les positions sont désormais dispersées, fragmentées, organisées en petits points d'appui à cause de la domination totale des drones sur le champ de bataille. Et surtout, c'est ce qui lâche une information majeure. En janvier 2026, la Russie a rattrapé l'Ukraine en matière de drones. C'est-à-dire, quand il parle de rattraper l'Ukraine, il veut dire rattraper le bloc occidental tout entier en matière de drones. Contrairement au discours dominant en Occident, l'avantage ukrainien n'est pas évident, pas du tout. La Russie produit désormais environ 400 drones par jour et prévoit porter ce chiffre à 1000 drones par jour en 2026. Une capacité industrielle colossale, à tel point que la commande d'État russe pour les drones à longue portée a été réalisée à 106% en 2025. La Russie a même créé une branche militaire entière dédiée au système sans pilote. Elle comporte actuellement 80 000 hommes et prévoit atteindre 165 500 hommes en 2026, puis plus de 210 000 d'ici 2030. Pendant ce temps, certaines startups européennes présentées comme les joyaux technologiques ont vu leurs drones refusés par l'Ukraine elle-même parce que ces drones étaient jugés incapables de décoller correctement sur le front. Selon le journal allemand Berliner Zeitung, citant le colonel autrichien Markus Reichner, la défense aérienne ukrainienne n'est plus du tout aussi efficace que ce qui était officiellement annoncé. Très peu de missiles seraient réellement interceptés, surtout les missiles balistiques et de croisière. Même si les drones sont abattus, le volume est tel que ceux qui arrivent à passer sont suffisants pour provoquer des dégâts majeurs. Et ce n'est pas un hasard. Les missiles russes deviennent de plus en plus sophistiqués, capables de contourner automatiquement les systèmes de défense occidentaux. L'exemple le plus parlant reste la destruction récente d'un système Patriot dans la région de Dnipropetrovsk, neutralisé par un missile Iskander guidé par drone. C'est tout, hein? Radar, poste de commandement, générateur. Tout a été détruit à 80 km du front. Alors, pourquoi ce décalage constant entre le discours et la réalité? La réponse est simple. Comme dans toutes les guerres, il s'agit
de maintenir le moral, de rassurer la population et surtout, dans ce cas de figure, de continuer à justifier le soutien occidental. Moscou a compris qu'il n'était plus nécessaire de conquérir chaque quartier pour pouvoir gagner une guerre. Il suffit de rendre la vie impossible. En ciblant l'énergie, la Russie frappe le cœur du système sans s'enliser dans des combats urbains coûteux et profondément difficiles à mener. Pas besoin de tenir Kiev militairement si la ville se vide d'elle-même. Le froid, le noir et l'absence d'eau font le travail à la place des soldats et c'est parfait. C'est une guerre d'usure sociale, pas une guerre de mouvement. Cet avantage permet aussi de contourner l'armement occidental sur le terrain. Les systèmes de défense aériens sont rares, chers et impossibles à déployer partout. Chaque missile qui passe suffit à provoquer des dégâts majeurs en Ukraine. Et chaque système détruit ouvre une brèche supplémentaire. Le rapport coût-efficacité est clairement en faveur de Moscou. Surtout, cette approche met l'Occident en face de ses limites. On peut fournir armes, argent, des discours, ok. Mais on ne peut pas reconstruire un pays sous les bombes en plein hiver sans entrer directement en guerre. Cette ligne, l'OTAN n'est pas prête à la franchir. Trop risqué. Enfin, cette stratégie pousse Kiev dans une impasse politique. Exode massif, institutions paralysées, colère populaire. Plus le temps passe, plus le pouvoir se fragilise de l'intérieur. La pression ne vient plus seulement du front, mais de la société elle-même. Autrement dit, la Russie ne cherche pas l'effondrement spectaculaire. Elle cherche l'épuisement. Et dans une guerre longue, l'épuisement est souvent plus décisif que la victoire militaire classique. Abonnez-vous, likez et partagez. On se retrouve une prochaine fois.